Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet épisode de La Planche à billets, la balado-diffusion de l'Association des économistes québécois, votre destination pour des choix éclairés en économie. Mon nom est Julien McDonald-Guimond, je serai votre animateur pour cette émission. Aujourd'hui, on vous parle du modèle à fil tiré, ou plucking model, que Milton Friedman a mis de l'avant au début des années 60. Et non, il ne s'agit pas d'une incursion dans le monde de la guitare ou de la couture, mais bien d'une vision de la macroéconomie bien particulière qui pourrait modifier grandement notre façon de voir les cycles économiques. Pour nous éclairer sur la question, on reçoit M. Stéphane Duprat, économiste-chercheur au service d'études de la politique monétaire à la Banque de France, qui a coécrit un article sur le sujet avec Amy Nakamura et John Stinson. Bonne écoute! Monsieur Duprat, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Julien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous résumer sommairement quelle est la perspective habituellement adoptée par les économistes d'aujourd'hui quand on parle des fluctuations de l'économie? Absolument, commençons par ça. On va dire que dans la plupart des modèles utilisés en macroéconomie aujourd'hui, on perçoit les fluctuations économiques comme des fluctuations symétriques autour d'un niveau potentiel ou d'un niveau naturel de l'activité économique. Alors ce niveau potentiel, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement le niveau maximum que l'économie peut produire sans tomber dans une situation de surchauffe, de déséquilibre, dans lequel ce déséquilibre serait nécessairement résorbé par de l'inflation. Donc essentiellement, c'est le niveau maximal que l'économie peut produire de manière durable sans générer de l'inflation et un déséquilibre. C'est pas exactement le maximum que l'économie peut produire, parce que c'est possible que la demande soit au-dessus de l'offre, mais dans ce cas-là, l'économie ne sera pas dans une situation stable et il faudra nécessairement une force de rappel et une correction par de l'inflation. Alors, jusqu'à présent, ce concept d'économie potentielle, il n'est pas très controversé et il est en fait assez ancien en macroéconomie. Par exemple, le terme même de potentiel, il remonte au début des années 60, c'est Arthur Okun qui l'introduit, et c'est une vision qui est in fine assez consensuelle à travers le temps et parmi les économistes. Ce qui est assez spécifique au modèle des fluctuations économiques qu'on utilise en macroéconomie depuis, on va dire, 30-40 ans, c'est l'hypothèse supplémentaire que ces fluctuations, elles sont symétriques autour de ce niveau potentiel. Mmh. C'est-à-dire dans le sens où le niveau d'activité est aussi souvent au-dessus de ce potentiel qu'il est en dessous. Donc dans ces modèles qui sont plus récents, qui ont 30-40 ans, on va avoir tendance à parler plus du niveau naturel de l'activité, du niveau naturel du taux de chômage. Et on va avoir des modèles qui sont en fait assez différents de ceux qu'on pouvait utiliser, par exemple, dans les années 60 à l'époque d'Okun, qui vont avoir des implications assez différentes. Par exemple, il y en a deux qui sont assez importantes et assez essentielles. La première, c'est que si vous voulez connaître ce niveau potentiel, par exemple du taux de chômage, le taux de chômage naturel, en principe, vous ne pouvez pas l'observer, mais si on est bien dans un modèle dans lequel l'économie est aussi souvent au-dessus de son taux naturel qu'en dessous, si vous regardez la moyenne historique du taux de chômage, vous allez pouvoir déterminer quel est le taux de chômage naturel de l'économie. Donc si on prend les États-Unis aujourd'hui, par exemple, le taux de chômage est à 3,7, mais la moyenne historique depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle est autour de 5,7%. Donc on serait actuellement très clairement en dessous, donc on serait très clairement dans une situation de surchauffe. Il y a une deuxième implication assez forte, et qui n'est pas forcément intuitive de cette théorie des fluctuations symétriques autour de l'équilibre, c'est qu'à partir du moment où vous avez des raisons de penser qu'elle décrit bien l'économie, toutes les politiques de stabilisation du côté de la demande, elles vont avoir très très peu de bénéfices. Donc c'est quelque chose qui est relativement facile à comprendre d'un point de vue individuel. Si, par exemple, vous avez 2 000 euros ou 2 000 $ de revenus par mois cette année et que vous en avez 3 000 l'année prochaine, vous préférez probablement avoir plutôt 2 500 cette année et 2 500 l'année prochaine. Parce que c'est probablement préférable d'avoir un peu plus quand vous avez moins, plutôt que moins quand vous avez plus. Mais essentiellement, tant que vous ne changez pas le niveau moyen de vos revenus au cours du temps, tous les gains que vous pouvez attendre d'une politique qui permettrait de lisser vos revenus, ils vont être littéralement de second ordre. Donc c'est deux implications assez fortes. Donc, par exemple, dans votre exemple, on reste à 2 500 € de revenus en moyenne, mais après, ça peut varier de plus ou moins grande ampleur autour de cette moyenne-là, mais à long terme, en fait, il n'y a pas de différence. On reste sur la même moyenne.
Absolument, exactement. Ça a cette implication que tout ce que va pouvoir faire une politique monétaire, une politique fiscale, une politique macro-prudentielle, c'est de faire en sorte que on soit toujours à la moyenne, donc que le niveau de revenu de consommation soit moins volatile, mais sans changer la moyenne. Parfait. Donc, on a cette vision-là de potentiel de niveau naturel. On gravite autour, à la fois au-dessus, en dessous. Les variations sont symétriques. Quand on est au-dessus, c'est justement quand on va entendre les mots surchauffe ou demande excédentaire, ce genre de choses-là. Puis, qu'on va dire, ça alimente l'inflation. Ça alimente l'inflation. Maintenant, donc ça, c'est le cas de base, si on veut. L'économiste Milton Friedman, au début des années 60, a proposé ce qu'on pourrait dire une vision alternative des fluctuations économiques. À quoi ça ressemble essentiellement? Alors absolument. Donc c'est un article de Milton Friedman de 1964, qui n'est pas forcément le plus connu de Friedman. Friedman, c'est un économiste que les économistes aiment beaucoup citer et dont les économistes aiment beaucoup, auquel les économistes aiment beaucoup se référer. Mais ce modèle et ce papier a un article qui est passé un peu plus inaperçu et dans lequel Milton Friedman propose une vision alternative, alors qui est au départ assez mystérieuse parce qu'elle a un nom mystérieux et puis elle est basée sur une métaphore, une analogie qui est un peu qui est un peu alambiquée. Donc c'est ce que Milton Friedman appelle le plucking model of business cycle, donc on pourrait traduire en français par un modèle à fil tiré des fluctuations économiques, et qui est basé sur l'analogie ou la métaphore suivante. Donc Friedman suggère qu'il faudrait penser ces fluctuations économiques de la manière suivante. Donc si on traçait le PIB et le PIB potentiel au cours du temps, il faudrait imaginer que le potentiel, c'est une ligne verticale, possiblement un peu, une ligne horizontale, possiblement un peu inclinée, parce qu'il y a de la croissance au cours du temps, et que le PIB effectif, le niveau d'activité effectif, ça serait comme si une ficelle était attachée au revers de cette planche en bois, et attachée uniquement au pic des fluctuations économiques. Donc, quand on est au pic des fluctuations économiques, on est à cette planche en bois, on est au potentiel. Mais les fluctuations économiques, c'est essentiellement comme si quelqu'un tirait la ficelle sous ce potentiel. Donc, quand la ficelle est tirée, vers le bas toujours, absolument. Donc, quand on a une récession, c'est comme si quelqu'un tirait cette ficelle vers le bas. Et quand on a une expansion, c'est un moment où l'économie revient à son potentiel. Donc, on n'est plus dans des fluctuations symétriques autour de l'équilibre, on est dans des fluctuations qui sont essentiellement sous ce niveau potentiel. Alors, c'est cette métaphore un peu alambiquée que Friedman utilise dans son article, mais c'est une vision qui, en tant que telle, si on se limite à ça, est au final pas tellement spécifique à l'époque à Milton Friedman. C'est une vision qui est même plutôt assez majoritaire parmi les économistes keynésiens de la nouvelle synthèse des années 50 et des années 60. Par exemple, j'ai mentionné Arthur Okun, qui introduit le terme de PIB potentiel. Dans son choix de terminologie même, il y a bien cette idée que le potentiel, a priori, il est plutôt au-dessus qu'en dessous. Quand on parle d'atteindre son potentiel, on essaye plutôt de se dépasser que de sombrer à un niveau inférieur. Mais il y a une observation de Friedman dans ce papier qui lui est vraiment très spécifique et que je trouve vraiment très intéressante, c'est qu'il suggère un moyen de vérifier empiriquement si on est plutôt dans cette vision du plucking model, du modèle à fil tiré, ou si on est dans cette vision des fluctuations symétriques autour d'un taux naturel, d'un taux potentiel. C'est ça, donc, parce qu'en fait, il va émettre cette perspective-là basée sur des choses qu'il a observées. Ça ne va pas sortir d'un chapeau comme ça. Il y a des indices dans les fluctuations économiques qui le guident en quelque sorte ou qui l'amènent à se dire peut-être que dans le fond, on est plus dans une version modèle à fil tiré. Donc, c'est quoi un peu ces grands faits stylisés-là qui sont difficiles à réconcilier avec le modèle symétrique et qui, donc, nous mènent à penser à un modèle plutôt asymétrique? Exactement, c'est vraiment le bénéfice de ce papier de Friedman, c'est qu'il suggère vraiment un moyen de pouvoir tester empiriquement si une vision des fluctuations économiques est plus prépondérante dans les données que l'autre. Alors, ce que Friedman suggère, c'est le test suivant. Donc, si on suppose que ces fluctuations économiques, elles suivent ce modèle à fil tiré, on devrait avoir la propriété empirique suivante, qui est que la taille d'une expansion, l'amplitude d'une expansion, elle devrait être très reliée à la taille de la récession précédente. Donc, si on imagine la planche de bois et la ficelle, on vient de tirer la ficelle revient au niveau de la planche, donc à peu près la taille de la contraction va être à peu près la même taille que l'expansion qui suit. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Donc, la taille d'une expansion ne va pas permettre de prédire la taille de la contraction qui suit. Encore une fois, avec une planche de bois, on peut facilement imaginer comment ça se passe. À chaque fois qu'on tire la ficelle vers le bas,
bah, ça a aucune raison d'être lié à ce qui s'est passé avant. Et si on regarde, par exemple, les dernières récessions aux États-Unis, par exemple, on a eu une crise financière en 2008, on a eu une crise liée à une pandémie en 2020. Il n'y avait pas vraiment de raison de penser que l'expansion des années 2010, elle permette de prédire la taille de cette expansion, cette contraction de Covid qui avait rien à voir avec ça. Donc, il y a vraiment cette asymétrie dans le pouvoir prédictif des expansions et des contractions, qui est quelque chose qu'on peut regarder dans les données et voir si ça fonctionne ou pas. Mhm. Et il y a la vitesse aussi, je pense que vous mentionnez, qui est de dire, oui, par exemple, la taille d'une récession va être un bon prédicteur de la taille de l'expansion qui suit. Mais évidemment, l'expansion qui suit ou le rattrapage, le retour à la planche de bois va prendre plus de temps que le choc négatif initial qui, lui, va tendre à être très rapide, en fait. Alors absolument, c'est une autre asymétrie qui est, qui est très présente dans les données aux États-Unis ou ailleurs, cette différence de vitesse entre les contractions et les expansions. Par exemple, la vitesse à laquelle le taux de chômage augmente dans une contraction est beaucoup plus grand que la vitesse à laquelle le chômage redescend pendant une expansion. À peu près, le rapport est de 1 pour 2 entre les contractions et les expansions. Donc c'est une autre asymétrie qui est très présente. Personnellement, j'ai tendance à trouver que c'est plus utile de le considérer comme une asymétrie différente de cette asymétrie de plucking, de fil tiré, parce que conceptuellement, c'est possible d'imaginer l'une sans l'autre et l'autre sans l'une. Mhm. On pourrait imaginer qu'on a bien cette asymétrie de pouvoir prédictif, mais qu'on a des expansions et des contractions de la même vitesse, et réciproquement. Il se trouve qu'on a les deux dans les données, mais je trouve ça utile de réserver le terme de modèle à fil tiré uniquement pour l'asymétrie de pouvoir prédictif. Je comprends, je comprends. Et juste avant de plonger plus spécifiquement dans votre recherche, là, on dit, bon, modèle à fil tiré, il y a un potentiel supérieur uniquement qu'on ne peut pas surpasser. Euh, Souvent, dans le modèle symétrique, on va dire, ben, justement, que c'est quand on est en surchauffe, quand on est au-dessus du potentiel, qu'on a de l'inflation qui est générée. Sauf que là, dans un modèle asymétrique, on ne dépasse pas notre potentiel. Et il n'y a pas, j'imagine, de concept équivalent de demande excédentaire qui alimente l'inflation et tout ça. Donc, est-ce que ça veut dire un monde sans inflation ou il y a d'autres sources, d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre? C'est vrai que ce serait assez gênant pour le modèle à fil tiré s'il prévoyait qu'il n'y aurait jamais d'inflation, en tout cas d'inflation haute comme celle qu'on a pu observer ces 2 dernières années. Alors 2 points là-dessus, mais peut-être avant ces 2 points, euh, peut-être souligner que, en tout cas dans l'acceptation que j'en ai, ce modèle à fil tiré, il prédit pas forcément qu'il est complètement impossible d'être dans une situation de surchauffe. Alors cette analogie de Friedman avec sa planche en bois et une ficelle, ça suggère vraiment qu'on pourrait jamais avoir une ficelle au-dessus de la planche en bois. C'est une image, bien sûr, et je pense qu'il ne faut pas caricaturer cette vision des fluctuations économiques et que il est possible, même si on a cette vision du modèle à fil tiré en tête, de supposer que des événements ponctuels de surchauffe sont possibles. Mais il n'en demeure pas moins que si la plupart du temps on n'est pas dans une situation où l'inflation vient d'une surchauffe très forte, se pose la question d'où viennent les épisodes d'inflation assez élevés. Alors 2 choses là-dessus. Je dirais que la première, c'est que en fait cette vision du modèle à fil tiré, elle peut justement vraiment tenir compte des épisodes d'inflation élevés comme ceux qu'on a vus par exemple ces 2 dernières années. Et deuxième point, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que forcément tout épisode d'inflation est lié à ça. Alors juste le premier point, c'est de dire qu'en fait cette vision du modèle à fil tiré, il suggère que la plupart du temps, la relation entre l'inflation et l'activité, donc qui est la courbe de Phillips en macroéconomie, elle Mhm. va être essentiellement très peu pentue, donc on va avoir une relation qui génère pas beaucoup d'inflation par un trop plein d'activité. Mais une fois qu'on s'approche de ce potentiel, qui est plutôt une borne supérieure sur l'activité, dans ce cas-là, on va avoir justement des épisodes où l'inflation va commencer à être très très forte, parce que l'activité peut pas augmenter tellement plus au-dessus de ce point, et donc on va essentiellement avoir un phénomène inflationniste où au lieu d'augmenter l'activité, on va plutôt augmenter par un mécanisme de surchauffe l'inflation. Donc on a justement une courbe de Phillips convexe qui colle justement très bien avec ce genre de modèle qui n'est plus symétrique, qui n'est plus linéaire. Et juste un point sur qu'est-ce qui peut causer de l'inflation sans ça. Euh, on a une courbe de Phillips, que ce soit dans un modèle à fluctuation symétrique ou non, mais cette courbe de Phillips, elle peut
être déplacés par des chocs autres. Il y a l'activité influe sur l'inflation, mais d'autres choses influent aussi sur l'inflation. Et un exemple et une cause assez principale va être tout ce qui est des changements de prix relatifs. Donc, par exemple, quand on a une augmentation du prix de l'énergie, une augmentation des denrées alimentaires, comme on a eu avec la guerre en Ukraine, par exemple, ces 2 dernières années, c'est des événements qui ont justement cette propriété d'augmenter le niveau d'inflation, même à un niveau d'activité donné. Tout à fait, tout à fait. Ça se trouve être en fait le terme d'erreur dans la courbe de Phillips. Il y a toujours un terme qui reste à la fin si on souhaite l'estimer, qui va capturer tout le reste. Donc, OK, c'est bon, ça place bien les idées. Maintenant, je pense qu'on a bien mis la table. On est prêt à parler spécifiquement du modèle que vous avez développé. Donc, vous avez réussi à reproduire, dans le fond, les prédictions du modèle de Friedman, les asymétries dont on vient de discuter. Quels ingrédients vous avez dû mettre dans le modèle pour arriver à ça et de quelle façon est-ce que c'est convaincant, en fait, comme démonstration? Alors, ce qui nous a paru le plus naturel pour chercher une explication de cette propriété de clumping, donc qu'on observe vraiment dans les données, en tout cas américaines, si on regarde cette asymétrie de pouvoir prédictif, on trouve vraiment une relation très forte dans un sens et pas dans l'autre. Et l'explication qui nous a paru la plus naturelle et la plus plausible, c'est des rigidités à la baisse sur les salaires, en particulier sur les salaires nominaux. Alors l'intuition, elle est assez simple et c'est une idée qui a une longue histoire en macroéconomie, qui est que si les salaires augmentent et s'ajustent facilement à la hausse, mais pas à la baisse, dans ce cas-là, quand l'économie a subi des chocs positifs, ça va essentiellement se retranscrire par des hausses de salaire sans vraiment affecter le niveau d'emploi et le taux de chômage. En revanche, si on a des chocs négatifs, les salaires nominaux ne vont pas pouvoir s'ajuster et donc les entreprises vont se retrouver dans une situation où le coût du travail est assez élevé, donc elles vont peut-être embaucher moins, elles vont possiblement effectuer des licenciements et donc on va avoir une augmentation du taux de chômage. Donc l'économie va réagir de manière assez différente à des chocs positifs et négatifs. Et ce qu'on montre, c'est que un modèle avec cette hypothèse de rigidité à la baisse sur les salaires nominaux va exactement reproduire cette propriété de plucking ou de modèle à fil tiré. On va avoir, quand on a des chocs négatifs, une augmentation du taux de chômage qui va graduellement se résorber au fur et à mesure que les salaires s'ajustent pour revenir au niveau potentiel de l'économie et à un taux de chômage plus bas. OK, OK. Assez intuitif. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord de dire que c'est pas arrivé souvent que les travailleurs se sont fait proposer une baisse de salaire en temps de ralentissement, quoique ça s'est déjà vu, mais en général, ça va plutôt effectivement passer par un ajustement réel sur la force de travail. Donc, on a les rigidités nominales des salaires à la baisse. D'ailleurs, en parlant, ça nous a fait justement une des explications par rapport à l'inflation. Comme vous mentionnez, quand il y a un choc positif, ben, ça va se refléter en partie dans les salaires. Donc, on vient justement de trouver un de nos canaux d'inflation. D'autres ingrédients, je pense que vous introduisez, dans le fond, ça prend, si j'ai bien compris, des secteurs économiques différents, hétérogènes dans le modèle, pour avoir des chocs spécifiques et non pas seulement des chocs agrégés. Puis une certaine persistance, je pense, pour vraiment réussir à reproduire l'effet de reprise en longueur qu'on observe dans les données. Absolument. Alors la première hypothèse que vous mentionnez sur l'hétérogénéité entre secteurs, elle est relativement technique, mais elle est importante si on veut vraiment avoir un modèle où ces rigidités à la baisse sur les salaires importent et où justement cette contrainte, elle va vraiment être mordante sur l'économie. La raison, elle est un peu technique, mais elle est relativement intuitive. C'est que, imaginez une économie dans laquelle toutes les entreprises sont identiques. Il n'y a pas d'hétérogénéité entre un secteur et un autre. Il n'y a pas d'hétérogénéité entre une entreprise et une autre dans un secteur. Dans ce cas-là, tous les salaires vont augmenter à la même vitesse. Et si vous êtes dans une économie où l'inflation est autour de 2%, ce qui est la cible de beaucoup de banques centrales dans le monde, et si vous avez des gains de productivité d'1%, quand les salaires s'ajustent, ils vont augmenter autour de 3% par an en moyenne. Alors si tout le monde est à la moyenne, ça veut dire que pour être dans une situation où le fait que ce salaire nominal ne peut pas baisser devient une contrainte pour l'économie, il faut avoir vraiment des gros chocs. Donc une baisse de 3% de la productivité, par exemple, ou en tout cas un choc qui fait baisser le PIB de plus de 3%. Et ce genre de choc, il arrive très très rarement au niveau agrégé. Même la crise de 2008, par exemple, on y était à peine. Donc si on veut quand même faire sens de la possibilité que ces contraintes à la baisse sur les salaires contraignent l'économie,
il faut vraiment considérer un modèle dans lequel il y a des hétérogénéités. Donc, si on a une crise assez massive au niveau agrégé, il y aura des secteurs qui sont en plus mauvaise posture que d'autres. Et donc, dans ces secteurs, les salaires ne vont pas réussir à baisser et vont donc créer une augmentation du chômage, alors que dans d'autres secteurs qui vont mieux, on n'aura pas forcément cette même contrainte. Donc, c'est vraiment important, pour que cette contrainte soit importante, de considérer une économie avec de l'hétérogénéité. Mhm. En tout cas, je trouve que c'est important de le mentionner parce que pour nos auditeurs qui ont moins travaillé avec des modèles macro, c'est pas pris pour acquis que les modèles là, ont différents secteurs qui les composent. Là. Dans bien des cas, on a un secteur représentatif. Tout le monde produit selon la moyenne. Donc, c'est intéressant de voir que ici, on a une introduction de complexité additionnelle, mais qui vraiment nous donne quelque chose en retour, là, qui nous permet d'aller représenter encore mieux les asymétries là, qu'on observe. Donc ça, d'un point de vue de modélisation, je trouve ça très encourageant. Et maintenant, ben, si on parle spécifiquement de qu'est-ce que votre modèle nous permet d'apprendre? C'est quoi les implications plus concrètes si on se dit, bon, ben, effectivement, l'économie semble suivre un modèle à fil tiré. C'est quoi les implications? Je pense que vous parlez notamment au niveau des politiques de stabilisation, de la cible d'inflation et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors absolument. Dans l'article, on met essentiellement en avant deux implications normatives et en termes de politique publique. Alors, je pense que c'est important de les distinguer. Il y en a une qui a trait au bénéfice des politiques de stabilisation et l'autre qui a trait au bénéfice possible d'une cible plus haute d'inflation. Alors, je trouve que c'est important de les distinguer parce qu'elles ne reposent pas sur des hypothèses aussi fortes. La première, c'est celle sur les bénéfices et les gains des politiques de stabilisation. Et ici, la seule hypothèse qui est nécessaire pour radicalement changer les bénéfices d'une politique de stabilisation, c'est vraiment d'avoir cette conception et un modèle qui arrive à reproduire ce modèle à fil tiré, ce plucking modèle avec cette asymétrie entre expansion euh, et contraction. À partir du moment où on est dans ce modèle, on va ne plus avoir cette propriété des modèles à fluctuation symétrique où on ne peut pas changer la moyenne du niveau d'activité. Et à partir du moment où vous pouvez changer non seulement la volatilité, où vous pouvez avoir des gains en termes de lissage de la consommation, mais aussi vous pouvez augmenter le niveau moyen de l'activité, le niveau moyen de la consommation, bah forcément les gains ils vont être beaucoup plus larges. Et donc c'est quelque chose qu'on trouve en effet dans notre propre modèle de fluctuation à fil tiré. La deuxième implication, elle est plus spécifique aux mécanismes précis qu'on a dans notre modèle, qui repose sur des rigidités à la baisse sur les salaires nominaux. Donc c'est une propriété qui est assez connue des économistes depuis au moins Tobin au début des années 70, qui est à partir du moment où vous avez des rigidités nominales sur les salaires, un moyen de faire en sorte que les salaires réels s'ajustent, alors que les salaires nominaux peuvent pas s'ajuster, c'est d'avoir de l'inflation. Dans quel cas, l'inflation va permettre de faire l'ajustement qui n'aurait pas lieu sans cette inflation. Dans la terminologie de Tobin, ça va permettre de lubrifier le marché du travail et de permettre à l'économie d'éviter d'avoir des augmentations du chômage plus importantes qu'il n'est nécessaire. Donc ces deux propriétés, c'est des propriétés de notre modèle qui reposent sur des hypothèses différemment fortes dans les deux cas, donc c'est utile de les distinguer. Mm-hmm. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Ça confirme, ça encourage le travail que les banques centrales font, que les politiques économiques des gouvernements aussi mettent en place. Bon, dans la mesure où c'est keynésien ou à saveur keynésienne, là, de vouloir dire, ben, justement, en amoindrissant les fluctuations de l'économie, on ne fait pas juste aider les gens à lisser leur consommation, mais aussi on aide à rehausser le niveau moyen de richesse qu'on connaît dans l'économie. Puis du côté de l'inflation, ben on a un argument de plus pour des fois expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on n'a pas une inflation à 0%. Ça sert à quelque chose quand même. Puis ça, c'est clairement un des mécanismes qui peuvent être utiles. Donc, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec nous pour nous expliquer ce modèle-là. Je pense que ça va faire réfléchir plusieurs de nos auditeurs pour quelques semaines et qui sait, peut-être qu'on aura une nouvelle génération de modèles macroéconomiques de plus en plus asymétriques dans les années futures. Merci.